Donc j'ai choisi de travailler sur l'élaboration psychique, l'élaboration de la pensée et l'intelligence artificielle. Je m'appelle donc Mireille Séjalon, je suis psychologue et psychanalyste à l'Institut de psychanalyse humaniste et initiatique à Fréjus et à Saint-Étienne. Alors, je vais tout de suite commencer par évoquer la notion du transfert et je finirai par la notion de transfert. Je pense que j'avais effectivement mis en place plutôt un transfert négatif avec l'intelligence artificielle. Et c'est en cela que je parlais tout à l'heure de la pulsion épistémophilique. En psychanalyse, on travaille souvent justement auprès de nos patients, mais auprès aussi des élèves analystes, à booster l'imaginaire, à booster le fait de s'intéresser à plein de notions, plein d'intérêts, pour se construire, pour construire et déconstruire. Donc là, c'était intéressant. Donc les conférences, c'est aussi l'occasion pour nous justement de travailler sur des notions qu'on ne maîtrise pas. Donc là, ça a été pour moi du coup l'occasion de rencontrer l'intelligence artificielle et d'avoir un autre regard sur cet outil et notamment de pouvoir peut-être dépasser un petit peu ce transfert négatif, dans la mesure où, comme le disait Rémi, on a à l'utiliser, on est déjà dedans, et il est important effectivement qu'on puisse travailler sur du « et », puisque souvent on insiste en psychanalyse, puisque comme on travaille souvent sur le clivage de l'objet, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas être sur du « ou », parce que très souvent ça entraîne beaucoup de souffrance, mais plutôt de travailler sur le « et ». Tiens, en quoi l'intelligence artificielle elle peut m'accompagner, m'aider et m'ouvrir à certaines notions que je ne maîtrisais pas. Alors, je commencerai en évoquant le fait qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, comme j'avais écrit, elle s'est installée. Alors, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec les patients, mais du coup, on pourrait presque dire que l'intelligence artificielle, anxiété, s'installe aussi. D'où l'intérêt de le travailler, de le démystifier. Donc, ce qui nous importe aussi en psychanalyse, c'est d'actualiser notre compréhension du monde. Donc, on est obligé de s'intéresser à l'intelligence artificielle, plutôt que de la rejeter. D'autant plus, comme on l'a souligné toute la journée, l'intelligence artificielle a été produite, inventée par l'homme. Donc, ça voudrait dire qu'on rejetterait une partie de notre création. Donc c'est important, du coup, et ça c'est vraiment le propre de la psychanalyse, de passer par le sens. Aujourd'hui, on a vraiment travaillé le sens et le non-sens. Quel sens lui donner? Comment l'utiliser et comment l'articuler dans notre quotidien, dans notre pratique? Et alors du coup, j'ai fait des liens très rapidement, et vous verrez par la suite pourquoi, avec les éléments. Les éléments. Donc tous les éléments dont nous sommes faits et avec lesquels nous vivons, ont un aspect protecteur, générateur, vivant, mais ils ont un aspect destructeur. La preuve, on l'a vu ces derniers temps avec des tremblements de terre, des inondations. L'eau est un élément vital, primordial, et à la fois, on peut en mourir. Et en fait, c'est aussi un petit clin d'œil à Marion, puisque lors d'un atelier où Marion a travaillé sur les différents éléments, j'ai pu associer. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait effectivement de pouvoir vous rendre compte effectivement de la capacité de l'humain à élaborer et associer. Donc la particularité de l'élaboration psychique par l'humain est active. Elle est reliée au mouvement, à la cellule originelle, la première cellule, qui a permis notre incarnation. On parlait de pensée désincarnée. C'est vrai que notre particularité à nous, c'est effectivement qu'on est issu d'une première cellule qui a permis notre incarnation, qui s'est divisée puis qui s'est multipliée et qui continue d'être active, puisque la plupart des cellules de notre corps continuent à se renouveler. Une partie dans la cellule est stable, elle se transmet, une autre se transforme. On avait eu l'occasion d'en parler, c'est donc l'épigénétique, Jérôme nous en avait parlé aussi, et ce, au fur et à mesure de nos expériences internes et externes. Ce processus constitue la trame
la trame de la singularité, de l'unicité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, ou l'empreinte, cette fameuse empreinte digitale qui, donc quand on fait référence au digital, ça fait référence donc au doigt, mais si on s'intéresse au numérique, puisque c'est le même terme, hein, c'est le rôle que jouent mes doigts sur l'écran. Et là, pour le coup, on les utilise, hein. On utilise nos doigts pour utiliser donc le numérique et être en lien avec l'intelligence artificielle. Et qui sont propres, donc cette empreinte digitale est propre à chaque être humain. En tout cas, c'est ce qu'on revendique aussi, ou ce que revendique la psychanalyse, en tout cas c'est comme ça que nous on la transmet. Et puisqu'on insiste sur le fait de se relier, tout le travail qu'on fait, c'est de se relier à notre inné, de se relier à notre intuition, qui très souvent est très très juste, et nous permet justement de co-créer, et d'être, comme le disait Jérôme, de plus en plus en accord avec nous-mêmes, malgré les turbulences sociétales. Donc la psychanalyse, en fait, revendique aussi ce qu'on appelle la subjectivation. On travaille toujours sur la subjectivation. C'est quoi? C'est un processus en partie inconscient par lequel un individu se reconnaît dans sa manière de donner sens au réel, au moyen de son activité de symbolisation. On a beaucoup parlé de symbolisation, je reviendrai dessus à plusieurs reprises. Ce que l'intelligence artificielle, Rémi nous l'a bien démontré, ne possède pas, du moins dans sa version actuelle. Alors, que dit l'IA? Donc du coup, je suis allée converser avec l'IA. Et oui, j'ai passé un petit peu de temps avec l'IA et je suis allée faire connaissance. Hein. Alors, que dit l'IA à ce propos lorsque je la sollicite, hein, et notamment sur son mode d'élaboration de pensée. Hein, je l'ai interrogée sur le fait, est-ce qu'il est son mode de pensée ou d'élaboration psychique, comment il fonctionne. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle m'a précisé, il est principalement passif. Je n'ai pas conscience d'intention ou de désir propre et je n'initie pas activement des actions ou des réflexions. Je réponds de manière réactive aux questions et aux requêtes qui me sont soumises en utilisant les informations et les modèles de langage pré-entraînés que j'ai acquis lors de ma formation. Mon fonctionnement est basé sur des modèles de langage profonds qui utilisent des statistiques et des probabilités pour générer des réponses en fonction du contexte donné. Waouh, c'est fatigant, hein. Je n'ai pas la capacité de réfléchir de manière indépendante, de ressentir des émotions, de prendre des décisions autonomes et d'initier des actions. Tout ce que je fais est déterminé par les interactions avec les utilisateurs et les entrées qui me sont fournies. En résumé, mon élaboration de pensée est passive et réactive, basée sur des modèles de langage pré-entraînés et les informations fournies par les utilisateurs sans aucune forme d'initiation autonome. Ah, à la différence. Oui, donc on pourrait dire, comme dirait Jérôme, c'est de la paresse en fait. Oui. Elle ne pense pas par elle-même. Oui, elle ne pense pas par elle-même. Alors, si on s'intéresse aux définitions de l'élaboration psychique, hein, rapidement, je vais vous en donner 3, hein, mais rapidement. Donc, l'élaboration psychique en psychanalyse, ça désigne le processus de symbolisation, on est en plein dedans, vraiment le processus de symbolisation, de travail psychique associatif. C'est ça qui nous intéresse, associatif. Qui permet de maîtriser les excitations et qui se fait entre autres dans une cure psychanalytique, hein, mais elle se fait aussi, on va le voir au quotidien, puisque j'ai eu la chance de solliciter un certain nombre d'élèves analystes, de psychanalystes de l'Institut et d'autres personnes qui ont répondu à un certain nombre de questions, donc j'en ferai référence. Donc, et notamment donc, la règle analytique sur laquelle on fonctionne, elle comprend entre autres ce qu'on appelle l'association libre. Et c'est cette association libre qui permet d'accéder au processus inconscient, comme l'a mis en exergue Myriam avec le rêve, hein, puisque c'est un peu de cette façon-là que Freud l'a initié. Et là, on est productif. On est véritablement productif et on verra qu'on est en plus productif très souvent en état modifié de conscience. Hein. Alors, autre de définition, donc le travail de l'appareil psychique consiste à lier des quantités d'énergie pulsionnelle à des représentations et à établir entre elles les représentations des voies associatives. Les représentations qui ont été construites et qui sont sans arrêt déconstruites et reconstruites vont nous permettre dans notre quotidien de pouvoir associer, de faire des liens avec notre inné et l'intuition et d'être au plus près
pour prendre des décisions et pour être juste avec nous-mêmes et avec les autres. Enfin, dernier élément, la mentalisation est notre capacité à traduire au niveau mental de nombreuses choses, et notamment souvent ce qu'on y travaille, c'est tout ce qui concerne nos désirs, nos frustrations, tous les différents deuils, les ambivalences et les conflits dont on parlait tout à l'heure, etc. Cette capacité à transformer nos expériences vécues en représentation va donc dépendre du jeu, alors du jeu J-E-U bien évidemment, hein, parce que c'est un tel jeu passionnant que d'associer et que de se laisser associer entre notre ça, notre moi et notre surmoi. Donc là bien évidemment je fais référence à la deuxième topique de Freud, hein, tant dans leur dimension consciente qu'inconsciente. Alors, premier exemple, donc là je suis passée par des témoignages d'humains. Premier exemple, je suis en séance de sophrologie, donc en état modifié de conscience. L'induction du jour et les conflits du jour me permettent de faire émerger un sujet d'atelier. Facile, vraiment facile. Hein. Il s'agit là d'un mouvement interne, réflexif, qui permet de co-créer. Alors, je vais passer par Didier Anzieux, hein, puisqu'il a écrit dans son ouvrage « Le penser hein, », P-E-N-S-E-R, une phrase que je trouve vraiment, comment dire, très très juste. Il écrit, donc il s'agit d'un jeu, il revient sur le jeu J-E, pour faire advenir notre je, J-E. Les pensées sont en expansion illimitée. Et ça, c'est une réalité. Hein. Les pensées sont en expansion illimitée, comme l'univers des étoiles. Le bord où elles s'arrêteraient et s'effondreraient dans le vide absolu est impensable et cependant toujours esquissé à l'horizon. Merci Myriam, hein, parce que c'était chez toi que je suis tombée sur cette phrase et ce bouquin. Des pensées ça et là naissent, brille, s'attire, s'équilibre, explose, se morcelle, s'agglutine. Le penser les contient, les transforme, leur donne forme ou mot. Ça, c'est vraiment tout le travail du psychanalyste, un travail passionnant, qui est infini, illimité. Donc cette capacité de transformer nos expériences vécues en représentation, donc se fait par l'appareil psychique, hein, qui est donc un lieu d'inscription des événements vécus par le sujet. La pensée est une mise en cohérence et un acte donc, qui relève de processus d'organisation, alors pas les mêmes que l'intelligence artificielle, mais c'est quand même important de savoir comment l'intelligence artificielle fonctionne, hein. Donc de mise en lien, de concepts, de souvenirs, de fantasmes, de sensations, d'affects et d'émotions. Et c'est dans l'espace intérieur que se déploie la pensée et celle-ci s'élabore encore plus lorsque les mots peuvent avoir un sens, lorsqu'il y a représentation mentale du mot. C'est une opération de liaison qui ouvre à la libération de sens, de prise de conscience, de décision. Donc bien évidemment, l'on fait référence, entre autres, certains l'ont dit aujourd'hui, à cette intrication pulsion de vie, pulsion de mort que Freud a conceptualisé, hein, et qui est vraiment un outil aussi dans notre quotidien qui est vraiment, je dirais, efficace et pertinent. Donc cette liaison qui est reliée à notre inné, donc c'est ce qui nous intéresse aussi en psychanalyse, hein, quand on se branche, comme le disait Dominique, sur la différence en fait, il faut l'entendre sur la différence, c'est qui je suis vraiment, comment je peux m'épanouir, qu'est-ce qui peut me permettre effectivement de me sentir en accord avec moi-même. Donc qui est relié à notre inné, à notre intuition et à cette infime de nous-mêmes qui nous permet donc d'être en accord avec nous-mêmes. Ça j'ai dit, voilà. En cela, Didier Anzieux évoque la notion de pot des mots, qui sont ces espaces de représentation qui contiennent, d'où l'importance effectivement d'utiliser ces espaces qui contiennent, mais au même titre, vous le verrez que parmi les témoignages que vous m'avez proposés, il y en a plein parmi vous qui m'ont expliqué que lorsque vous êtes en voiture, hein, la particularité de la voiture, c'est qu'on est dans un contenant et qu'on est très souvent en état modifié de conscience, les pensées, effectivement, sont
sont vraiment créatrices. Donc cette peau des mots, ces espaces de représentation qui contiennent et se relient ensemble. Il est important effectivement, d'où aussi l'intérêt de passer par notre corps. Notre corps, effectivement, il est protecteur et contenant. Alors, autre exemple. Lorsque je fais quelque chose de mes mains, donc je trouvais aussi intéressant du coup d'être passé par les empreintes digitales, parce que souvent les mains, elles ont été du coup nommées dans les témoignages d'humains. Lorsque je fais quelque chose de mes mains, alors je pense peut-être différemment, car je dois me concentrer sur ma tâche et la pensée se concentre, tu parlais de se centrer sur soi Jérôme, et la pensée se concentre sur une, deux pensées. Je crois que c'est là les moments les plus propices à la réflexion et à la prise de décision. L'écriture peut-être être aussi un bon moyen au début pour mettre de l'ordre là-dedans. Il y a un téléphone qui sonne. Ah d'accord. Alors, autre exemple, Myriam se reconnaîtra. Le plus souvent, j'ai observé que l'élaboration psychique dans mon quotidien est favorisée lorsque je suis dans une activité créatrice. Tissage, peinture, danse, en écoutant ou chantant de la musique, soit des chants, musique sacrée de toute tradition, des musiques plus stimulantes comme le rock, les musiques d'Amérique latine ou d'Afrique ou le son du tambour. On est quand même toujours sur ce mouvement. Ce processus vient aussi au cours de tâches du quotidien, faire la vaisselle ou faire la cuisine tout particulièrement. Enfin, le jardinage est une activité qui favorise ce processus. Là aussi, on peut faire référence au fait qu'on est relié à la nature. Donc j'ai noté que dans ces moments, un état élargi de conscience s'installe à un moment donné comme si le temps se suspendait, ouvrant la voie à des informations qui vont venir sous forme d'idées ou des liens que je vais faire entre ce que je vois ou fais, ou une décision, ou un choix, ou un projet du moment. Les synchronicités aussi vont aussi parfois se manifester, mais encore faut-il les accueillir. Cela devient comme un jeu, J-E-U. Il m'arrive parfois de noter le cheminement de ma pensée, tout particulièrement lorsque je suis en cours d'élaboration d'une intervention ou d'un article. Autre exemple. L'élaboration de projets arrive lors de marche à pied ou d'une activité physique qui nécessite que je me concentre, notamment sur mon souffle, ou lorsque je conduis. Quand je suis occupée sur une tâche connue ou répétitive, mon esprit peut s'évader librement et élaborer des scénarios, des pensées nouvelles. Autre aussi témoignage intéressant qui a été du coup cité à maintes reprises, donc là je cite plus particulièrement ce que m'a proposé Jérôme, mais vous êtes passé par le sommeil. Le sommeil, alors bon, les rêves, le sommeil, l'endormissement, c'est souvent à un moment où on peut du coup proposer à son fonctionnement inconscient de faire des choix ou de travailler librement. On lui fait confiance. On pose une question avant de s'endormir en espérant que dans la nuit, la solution apparaisse. Mais c'est aussi donc toujours sur du mouvement quand je cours, où je retrouve un état physique et psychique qui échappe à quelque chose de mon contrôle pour accéder à une information autre que celle de ma programmation. C'est plutôt ces moments qui échappent que je vais avoir tendance à rechercher pour choisir, pour élaborer. Alors, il apparaît comme origine de l'élaboration de la pensée, un mouvement interne relié au souffle vital. L'origine du mouvement psychique, le mouvement originaire, la rencontre mobile de l'ovule et du spermatozoïde. Puis les transformations cellulaires, toujours avec un contenant protecteur et mobile, représenté par les cellules qui contient des éléments qui se transforment, puisqu'elles se transforment sans arrêt, et qui co-créent, interne-externe. Je fais référence à l'épigénétique. C'est ce mouvement, comme pensée, comme saisissement d'un espace tant physique que psychique, ce trajet qu'on appelle somatopsychique, qui est à l'œuvre et qui est exponentiel, qui est relié au microcosme et au macrocosme, qui favorise l'élaboration psychique. Alors, je ne peux pas ne pas faire référence au psychiatre Stanislas Grof, qui, dans son ouvrage « Quand l'impossible arrive », explique. Si l'on considère aujourd'hui, alors aujourd'hui, il l'a écrit en 2006, mais quand même, que l'univers a été créé par la conscience cosmique et une intelligence créatrice supérieure, nous sommes imprégnés à tous les niveaux et dans toutes les dimensions. Ce qui est un peu difficile
faire, à partager ou à transmettre à l'intelligence artificielle, hein. La nouvelle carte doit inclure, outre le niveau biographique, post-natal, mais il y a 2 autres domaines, hein. C'est le niveau du coup périnatal lié au traumatisme de la naissance, entre autres, hein. Il y a toutes aux expériences donc intra-utérins. Et au niveau transpersonnel, bien évidemment, enfin en tout cas nous à l'Institut on le transmet, hein, qui comprend les souvenirs ancestraux, raciaux, collectifs, phylogénétiques, ainsi que les expériences karmiques et la dynamique archétypale. Alors du coup, alors je ne sais plus où c'est que j'avais fait le lien tout à l'heure, mais il est vrai qu'il est difficile de transmettre et de programmer toute cette expérience à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas encore cette capacité de se connecter à l'histoire de l'homme. Alors, Groff parle de l'intelligence thérapeutique interne. J'évoquerai rapidement tout à l'heure l'intelligence spirituelle. Donc, il parle de l'intelligence thérapeutique interne qui offre une voie surprenante, la mobilisation de l'intelligence interne des sujets qui guide le processus de guérison et de transformation. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille de cette façon-là, on a beaucoup moins besoin d'étayage. En fait, ce n'est pas un étayage, c'est de la co-création dans la rencontre avec les autres, avec toutes ces expériences que les autres aussi partagent, hein, dans mon quotidien. Je vais du coup pouvoir favoriser mon élaboration psychique. Voilà. Donc, aborder le mouvement comme ressource élaborative du psychisme, c'est rappeler quand même, au commencement était le mouvement. Au commencement était le mouvement. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en exergue ce mouvement qui est naturel, hein, auquel on peut se connecter, et qu'il est peut-être difficile de partager avec l'intelligence artificielle. Donc rappelons-nous que la mobilité fœtale est un indice du bien-être fœtal qui donne avant tout aux futurs parents la preuve tangible de la vitalité de l'enfant à venir, à contrario de l'immobilité, qui est l'image de la mort. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle peut être représentée comme le mot qui m'est venu, en venant ce matin, j'ai pensé à un égrégore en fait, hein. Ça peut être un égrégore, en tout cas une masse ou une espèce oui, une masse. En tout cas, c'est pas la biomasse dont tu parlais ce matin, Dominique, reliée à la nature, hein. C'est une autre forme de nature conçue par l'homme quand même, hein. Alors, je vais juste revenir sur un exemple d'élaboration. Donc, comme je le disais, la particularité de la psychanalyse est de booster ou de stimuler l'élaboration psychique par l'association libre. Ainsi comme l'écrivait Ronzieux, hein, des pensées ça et là naissent, brillent, s'attirent, s'équilibrent, explosent, se morcellent et s'agglutinent. Donc, c'est ce qui s'est passé donc, un samedi dernièrement. Donc, déjà, le vendredi, j'avais une consultation avec un patient où là, on avait travaillé justement l'unicité de notre être incarné, et c'est à ce moment-là qu'on était passé par les empreintes digitales. Donc, suite à cette recherche sur les empreintes digitales, je découvre effectivement que les empreintes digitales sont faites de plis. On est toujours sur une forme de mouvement à la surface de la peau, donc particulièrement des doigts, donc avec des volutes, des tourbillons quand même, hein. Donc on ne peut pas ne pas aussi faire le lien avec la nature, hein. Donc spécifique à chaque doigt de chaque individu, et la probabilité que 2 personnes aient les mêmes empreintes digitales est infinitésimale, puisqu'il y a une chance sur 64 milliards. Alors, donc, on appelle ça les dermatoglyphes, hein. Elles commencent à se former entre la 10e et la 16e semaine de vie du fœtus par un glissement des couches cellulaires. Et si l'expression des gènes joue un rôle, les circonvolutions des crêtes qui leur donnent leur dessin caractéristique dépendent de nombreux facteurs. Donc, il y a effectivement les forces de frottement des doigts au cours de la formation sur divers éléments, tels que le liquide amniotique, les structures utérines, la formation osseuse sous-jacente, la taille et la vitesse de croissance de l'os, le suçage du pouce in utero,
ou encore les mouvements des mains qui modèlent l'épiderme, la vitesse de la croissance des doigts, l'alimentation du fœtus, sa pression sanguine, etc. etc. L'environnement extérieur lui joue un rôle aussi majeur. Par exemple, plusieurs études ont montré que les stress chimiques, l'exposition à des agents toxiques, l'alcool, biologiques, des infections virales ou bactériennes, ou physiologiques, l'hypertension, le manque d'oxygène, donc toujours inutérin, mais aussi psychologiques, augmentent l'altération des dessins digitaux avec interruption des crêtes, arrêt des doublés, etc. Ainsi, même deux vrais jumeaux, même s'ils ont une grande similarité des empreintes digitales, elles sont quand même différentes. Alors, je vais finir sur ce lien-là. L'agencement des empreintes digitales soulève un paradoxe quand même. Leur forme est spécifique d'un individu à un autre, mais elles se ressemblent beaucoup dans leur structure, puisqu'en fait, il y a trois motifs qui sont partagés par 95% de la population. La boucle, intéressant quand même, 60% des cas. La spirale, dans la géométrie sacrée, la boucle et la spirale sont quand même extrêmement intéressantes, dans le microcosme et dans le macrocosme. Donc 30% la spirale et plus rare les arcs ou tentes. Et le reste appartient à une catégorie un petit peu plus complexe avec de multiples boucles. Et dans le même temps, je tombe sur un post sur Facebook qui me propose de découvrir un artiste qui imprime les empreintes des arbres. Et là aussi, je fais le lien avec l'unicité et la singularité, puisque chaque arbre a une empreinte qui est du coup différenciée et qui est unique. Et notamment, qui est considéré comme un art. Enfin, en tout cas, c'est quand même, si on fait toujours référence à la géométrie sacrée, on voit la nature et ces éléments qui est vraiment sur de la co-création, puisque c'est quand même quelque chose de magnifique. Alors, ainsi se répète la notion d'unicité, de singularité de l'être humain, à l'instar de l'unicité de l'élaboration de sa pensée, ce mouvement subjectif. Alors, qu'en est-il pour l'intelligence artificielle ? Alors, la notion de singularité par l'intelligence artificielle, donc voilà ce qu'elle m'a répondu. Telle qu'elle est souvent discutée dans le contexte de l'intelligence artificielle, elle fait référence à un point hypothétique dans le futur où les machines ou les intelligences artificielles deviendraient suffisamment avancées pour dépasser la capacité intellectuelle des êtres humains, entraînant ainsi des changements sociétaux profonds et potentiellement inconnus. Certains imaginent ce moment comme une période de transformation radicale, tandis que d'autres l'aperçoivent avec inquiétude en raison des implications imprévisibles que cela pourrait avoir. Elle poursuit, cependant, il est important de noter que, à ma connaissance, en septembre 2021, nous n'avons pas atteint un tel point de singularité et il reste de nombreux défis techniques, éthiques et philosophiques à relever avant d'atteindre un tel niveau d'intelligence artificielle. Elle poursuit, je suis un modèle de langage avancé, mais je ne suis pas conscient, auto-améliorant ou capable de dépasser les limites de ma programmation initiale. Je ne peux pas initier des changements sociétaux radicaux, prendre des décisions autonomes importantes ou évoluer au-delà des limites de ma conception actuelle sans l'intervention des développeurs et des chercheurs qui travaillent sur de futurs modèles d'intelligence artificielle. C'est plutôt rassurant, puisque là, elle renvoie qu'elle a encore besoin de l'homme. La singularité est donc un concept théorique qui continue d'être débattu et exploré dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais il n'a pas encore été réalisé à ma connaissance, en septembre 2021, il reste de nombreuses questions à résoudre pour comprendre comment une telle transition pourrait se produire et quelles en seraient les conséquences. Pour finir, je n'ai pas de conscience, de pensée ou de sentiment propre, donc je ne peux pas avoir d'opinion ou de perception de ma propre créativité. Ma créativité est le résultat de mes capacités de traitement du langage et de ma capacité à générer du texte en utilisant des modèles préentraînés basés sur des données. Je suis conçue pour générer du texte en fonction des schémas et des informations que j'ai appris pendant ma phase de préentraînement, mais cela n'est pas comparable à la créativité humaine. La créativité humaine implique souvent la génération d'idées, de concepts, de formes d'expression et de solutions originales qui vont au-delà de la simple répétition de modèles ou de données préexistantes. Dernière phrase. Elle est souvent associée
la créativité humaine, c'est l'IA qui le dit, hein, à la pensée divergente, ça me plaît bien ça, à l'imagination et à la capacité de faire des connexions inattendues entre des concepts. Les humains peuvent également ressentir des émotions telles que l'inspiration, la passion et l'excitation lorsqu'ils sont créatifs. Je rajouterai l'intuition. J'ai conversé avec l'intelligence artificielle quand même, hein, c'était un... L'intelligence artificielle qui dit ça, alors... Alors si elle dit ça, hein, intéressant. Hein. Alors, je vais repasser justement par Didier Anzieux, hein, qui toujours dans son ouvrage Le Penser propose. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant pour, on va dire, résumer et vraiment se connecter à cette capacité d'élaboration de la pensée, d'élaboration psychique. Hein. L'appareil à penser les pensées, c'est-à-dire les idées des mouvements et des états qui affectent les corps, les idées de ces idées, les idées des états d'esprit ou pensée tout court, remplit 3 fonctions. Et il me semble que c'est ce qu'on a fait toute la journée. En tout cas, c'est ce qui fait, je pense, que je suis là et que nous sommes là et que nous le partageons à l'Institut. Ces 3 fonctions, c'est régulatrice, puisqu'on voit qu'à certains moments, notre élaboration psychique va nous aider à nous contenir, va nous aider à prendre des décisions, et va nous aider à nous positionner et à être en accord avec nous-mêmes. Critique, bien évidemment critique, donc on insiste beaucoup sur cette capacité d'auto-analyse et sur le fait de continuer à avoir cette analyse critique, mais aussi et surtout créatrice. Et on insiste éminemment à l'Institut, puisqu'on est là pour booster l'imagination, la créativité de tous ceux qui viennent à l'Institut et qui nous rejoignent à certains moments. Donc, c'est ce que souligne un autre témoignage que j'ai recueilli qui propose observer, parler avec autrui, marcher, contempler ou être en activité manuelle favorise mon élaboration psychique. Autre exemple, alors là je vais citer Valérie, parce que j'ai quand même demandé l'accord des personnes qui ont témoigné, qui a proposé j'ai décidé d'acheter mon camping-car alors que j'étais en train de présenter une réunion. Intéressant quand même. Hein. Peut-être est-ce l'envie soudaine d'être ailleurs. Donc c'est surtout lorsque je parle à des personnes sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la thématique. Soudain, j'ai l'information, comme si mes choix étaient autonomes et avaient besoin de ne pas être sous pression. Intéressant quand même quand on se relie à l'énergie primordiale. Pour activer sa créativité, comme l'écriture ou la peinture, c'est la rêverie entre l'éveil et le sommeil. Pour ce qui a tendance à me stresser comme un doute sur une décision, je laisse faire. Donc, je vais passer par cette fameuse capacité de symbolisation qui manque à l'intelligence artificielle actuellement, qui vraiment stimule cette élaboration de la pensée. Alors, je ne pouvais pas ne pas quand même faire un petit détour par Lacan, puisque dans son séminaire sur l'identification, Lacan, donc à la suite de Saussure, le linguiste, il s'est bien évidemment questionné sur, comme je crois que c'est Dominique qui a parlé du signifiant-signifié, qui manque à l'intelligence artificielle, la question de ce qui fait l'identité du signifiant, et qui est une question primordiale pour le psychanalyste. Donc Lacan relève que ce qui peut faire l'identité du signifiant n'est pas autre chose que sa différence avec les autres. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la différence. Et c'est ce qui fait que dans la cure, notamment quand on a un patient, c'est parce que je suis différent, c'est parce que, comme le disait Dominique, dans l'image spéculaire ou dans le miroir, je vais lui renvoyer ce qu'il ne voit pas ou ce que moi j'ai saisi qu'il n'a encore pas vu de différent, qu'il va pouvoir aussi avancer et de pouvoir accueillir aussi sa différence. Alors, encore une fois, la particularité de la psychanalyse, comme on la transmet et la pratique, c'est de révéler sa singularité, l'inné du patient dans la continuité de ses empreintes digitales. Alors, l'élaboration psychique est reliée à ce qu'on appelle, en psychanalyse, la pulsion épistémophilique. C'est quoi? C'est un bien grand mot, mais c'est quoi? C'est le plaisir éprouvé à s'intéresser, à
plein de domaines à s'initier, je dirais. Hein. Alors, est-ce que, là je me suis posé la question, mais bon, je n'ai pas été véritablement questionnée, non, je crois que je ne vais pas questionner, non, je vais pas questionner surtout, parce qu'au bout d'un moment... Donc, est-ce que l'intelligence artificielle ressent ce plaisir à apprendre et à transmettre? Rémi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas. Hein? Je pense que non. L'élaboration donc psychique, elle est sans limite, hein, comme peut l'être ou comme peut nous permettre de l'être d'être la pulsion épistémophilique. Hein. Et l'association libre, hein, vraiment, qui est une méthodologie sécure, hein, par le mouvement psychique en psychanalyse, nous permet de booster l'imaginaire créatif en mouvement. Et du coup, on est toujours relié au fait que le mouvement, c'est la vie. Alors, autre exemple, lorsque je suis en contact avec le vivant, nature, animaux, et que je contemple en laissant libre cours aux idées, après avoir dansé souvent la lecture d'articles, de livres, lorsque je dois résoudre un problème, cela se passe en plusieurs phases de réflexion et ou de partage avec une amie, jusqu'à ce que la solution qui me semble la plus juste se présente. Je vais du coup passer à nouveau par Didier Anzieux, toujours avec donc cette référence du livre Le Penser. Dans sa conclusion, il nous dit que penser, c'est associer, donc relier, hein, et notamment donc, ce principe de liaison pulsion de vie, pulsion de mort, mais c'est aussi séparer. Donc, je trouve intéressant quand même de le partager. Penser, c'est associer et séparer. Alors, l'auto-analyse est un travail d'association, hein, puisqu'on travaille sur l'association, mais aussi on va séparer, on dit qu'on sépare le bon grain de l'ivraie, puisqu'on va aller se débarrasser de ce qui ne nous concerne pas, de ce qui n'est pas juste pour nous, de ce qui peut-être s'apparente à la persona, de ce qui n'est pas en lien avec l'inné. Donc, toujours Anzieux, il propose « penser, c'est la construction et la déconstruction ». Exemple, accepter une invitation sur laquelle on a des sentiments ambivalents. Une partie du moi dit oui et une autre dit non. À partir du moment où on prend la décision du oui ou du non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va du coup être en accord avec soi-même. Et du coup, on ne sera plus contrôlé par la pulsion de mort. Autre exemple. Les décisions d'un humain, les décisions adviennent quand je défocalise sur la décision à prendre de manière générale ou quand je prends le temps de me détendre, puis de sentir dans mon corps comment il résonne. Il reçoit l'une ou l'autre des hypothèses. Deux choix, contraction ou décontraction, détente ou crispation, augmentation du rythme cardiaque ou soupir. Une autre aide à la décision soutenue par le processus corporel et quand je me fais masser. Intéressant aussi. Et oui, le massage, le corps, le contenant. Et là, forcément, on ne peut pas ne pas parler de passer par Reich, hein, et cette cuirasse émotionnelle et corporelle. Et il y a plein de techniques thérapeutiques, hein, qui l'ont prouvé. D'où l'intérêt aussi, quand on est psychanalyste, de passer par le corps et de travailler notre corps. Parce qu'effectivement, dans ce corps, il y a plein de mots, hein, et d'émotions et de pensées qui sont plus ou moins cristallisées et qu'il nous suffit de libérer, et le massage peut nous aider à les libérer. L'élaboration de projets arrive lors de marche à pied ou d'une activité physique qui nécessite que je me concentre, notamment sur mon souffle, ou lorsque je conduis, ça revient. Et quand je suis occupée sur une tâche connue ou répétitive, mon esprit peut s'évader librement et élaborer des scénarios, des pensées nouvelles, etc. Autre exemple. Lorsque je suis en mouvement, ma pensée est bien plus positive, moins éparpillée, elle va plus à l'essentiel. Je me suis même étonnée de constater que je pouvais arrêter de penser de longs moments lorsque mon physique devait se mobiliser et se surpasser. Cette pause psychique permet de structurer les pensées à venir et de les aborder avec plus de calme et de sagesse. L'acte de symbolisation, on peut considérer que c'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie des corps, c'est une chorégraphie des pensées, c'est une chorégraphie d'élaboration de pensées, qui très souvent quand même est en lien avec cette communication primitive, et notamment ces premiers mouvements psychiques et corporels, hein, qu'on a eu in utero, et qu'on va du coup avoir aussi après au moment de la naissance, et qui vont se poursuivre, hein, avec l'équipe parentale. Et qui va du coup
qui seront mémorisés. Et très souvent, on passe par ce mouvement qu'on appelle le bercement. Le bercement du souffle, mais le bercement aussi qu'on a connu et qu'on a vécu dans le ventre de notre mère. Et comment ce bercement aussi, il nous aide à élaborer psychiquement. Ça, je l'avais vu. Ok. J'en arrive bientôt à la conclusion. Alors, la question, effectivement, c'est aussi de l'identité. Tu l'as interrogé aussi, Jérôme, quelle identité je donne à l'intelligence artificielle? Quelle identité je donne? Quelle relation j'ai dans le transfert avec l'intelligence artificielle? Comme vous l'avez très justement dit, est-ce que c'est un objet dangereux ou un objet que je vais pouvoir utiliser ou accueillir à bon escient? Et c'est vrai que si on s'intéresse à la définition que le Parlement européen a proposée, parce que comme le disait Rémi, il y a une course au projet, et du coup il y a plein d'articles de loi et plein de propositions de travail dans ce domaine-là. Pour le Parlement européen, j'ai juste retenu cette définition. L'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Alors, reproduire, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de reproduire notamment le mode de pensée, puisqu'on est en 2023, et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer à élaborer et à pouvoir penser autrement, par exemple, que l'an 2000. Alors, bien évidemment, dans notre fonctionnement, l'exemple de Rémi sur l'enfant qui, par mimétisme, va reproduire un mouvement, il va comprendre qu'à un moment donné, il va pouvoir mettre tout seul sa chaussure parce qu'on a reproduit maintes et maintes fois le fait de lui avoir mis sa chaussure. Là, il va s'approprier. Mais au niveau du fonctionnement de l'élaboration psychique, on n'est pas sur de la reproduction. Enfin, en tout cas, nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et je donnerai juste un exemple, c'est que les concepts, par exemple, freudiens, on les accueille, les concepts freudiens, mais on ne les reproduit pas en tant que tels, puisqu'on prend en considération qu'ils ont été conceptualisés à un moment de l'histoire. Et comme l'a cité aussi Jérôme, quand on travaille sur le texte de Freud, Deuil et Mélancolie, qui était écrit en 14, je crois, c'est ça, l'ombre de l'objet tombé sur le moi, c'est sûr qu'entre ce qu'il a amené à écrire cette phrase et comment on la travaille maintenant, il y a une vraie évolution. Donc on n'est pas dans la reproduction de sa pensée ou de son concept. Voilà. Je vais du coup en arriver à la conclusion. Parce que tout ça, je ne vais pas l'aborder. Alors la conclusion, je vais passer par... je vais conclure effectivement en passant par, parce que c'est ce qui m'intéressait de partager avec vous, puisqu'il y a plein d'intelligence. Il y a 8 à 9 formes d'intelligence, il y a 3 formes d'intelligence artificielle, mais ce n'était pas le plus intéressant, on peut retrouver ça assez facilement sur Internet. Ce qui m'intéressait de partager à l'Institut, c'est l'intelligence existentielle ou l'intelligence spirituelle. Donc, qui se définit par l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Donc, c'est ce qui est propre quand même à la démarche psychanalytique, et auquel peut-être l'intelligence artificielle n'est pas complètement encore en mesure d'y répondre, puisqu'elle n'a pas été initiée. Il nous a fallu nous initier, faire plein d'expériences qui nous permettent de nous questionner sur le sens et l'origine des choses. C'est la capacité à penser nos origines et notre destinée. Cette intelligence spirituelle, existentielle ou morale est encore définie comme l'aptitude à se situer par rapport aux limites cosmiques, c'est-à-dire l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui en 2023 est bien évidemment développé et conscientisé d'une autre façon que dans les années peut-être 50, même si c'était déjà introduit, ou à édicter des règles ou des comportements en rapport au domaine de la vie. Et alors je vais du coup reprendre un passage de Stanislas Grof, Quand l'impossible arrive, qui écrit « L'intelligence spirituelle est la capacité de mener notre vie de telle sorte qu'elle reflète une compréhension philosophique et métaphysique profonde de la réalité, donc de la réalité d'aujourd'hui, et de nous-mêmes, atteinte par l'expérience personnelle au cours d'une quête spirituelle systématique. L'intelligence artificielle est acquise par le processus d'introspection expérientielle
l'intelligence, pardon, et spirituelle, excusez-moi, j'ai fait un lapsus qui n'est pas inintéressant. L'intelligence spirituelle est acquise par le processus d'introspection expérientielle, ce que les écrits bouddhiques nomment la sagesse transcendantale. Cette attitude spirituelle se fonde sur la prise de conscience quasi cellulaire de l'arbitraire des limites de l'univers et du fait que chacun d'entre nous est identique à toute la trame de l'existence. Il devient dès lors évident qu'on ne peut rien faire à la nature, qu'on ne se fasse simultanément soi-même. Le processus de profonde transformation intérieure nous permet de relever les défis, de mettre en œuvre l'immense potentiel de créativité inhérente à notre espace. Donc je trouve intéressant de comment tu nous as présenté justement tous ces groupes de personnes qui travaillent ensemble sur l'évolution de l'intelligence artificielle, hein, parce que du coup c'est plutôt rassurant, puisque je trouve un côté plutôt créateur et protecteur. Voilà. Et du coup, je finirai sur cette question auquel je n'ai pas vraiment répondu, mais si vous voulez, on peut y répondre hein, avant de se quitter. Donc, en conclusion, je me pose vraiment effectivement cette question. Je me suis posé la question des mouvements transférentiels hein, avec l'intelligence artificielle. Comment on peut du coup peut-être aider les citoyens en 2023 à ne pas souffrir comme certains de l'éco-anxiété, mais de l'IA-anxiété. Et je pense que ça pourrait être un challenge, en tout cas, qui me passionne. Merci.